Bonjour, sur le site internet www.lesud83fr, il existe une rubrique politique appelée La vie politique sénoise. C'est donc dans ce cadre très précis que j'ai réalisé une interview dans le cadre des futures élections municipales de 2014. Voici donc l'interview de Damien Gutiérrez, réalisée le mardi 9 avril 2013 à la Seine-sur-Mer, dans le Var. Alors, nous sommes le mardi 9 avril 2013, nous sommes à la Seine-sur-Mer, dans le Var. C'est bien sûr la préparation des élections municipales de 2014. Je précise que l'intervention se fait dans le cadre de la rubrique La vie politique sénoise du site internet lesud83fr/politique. Bonjour. Bonjour. Vous vous appelez ? Damien Gutiérrez. Je vais vous dire quelques mots, peut-être, me concernant. Je suis fils de Pied-Noir, installé à Sifour en 1965, né à la Seine-sur-Mer il y a 32 ans. Je deviens attaché parlementaire après une formation d'infirmier militaire à Toulon. Profondément humaniste et patriote, j'ai rejoint le Front National après avoir été collaborateur d'élu UMP, puis candidat aux élections législatives dans cette circonscription en juin dernier. Et je vous précise, alors je vais vous donner une information qui n'a pas été encore révélée. J'ai été l'attaché parlementaire de Nadine Morano, que j'ai quitté volontairement en décembre 2006, et notamment après avoir découvert, c'était pas vraiment une surprise, mais élément matériel à l'appui, qu'elle avait fait bénéficier l'époux dont elle divorçait à l'époque d'un salaire de l'Assemblée nationale pour un emploi totalement fictif de collaborateur d'élu. C'est la raison pour laquelle j'ai mis un terme à ma collaboration avec Nadine Morano, et depuis j'ai poursuivi mon activité en étant directeur de cabinet d'un maire en région parisienne, puis directeur de campagne d'une candidate aux législatives, et enfin je me suis moi-même présenté et je suis donc candidat pour le Front National et le Rassemblement Bleu Marine à la Seine-sur-Mer. Alors, quel est en gros le projet du Front National pour ces élections municipales de 2014 pour la Seine-sur-Mer ? Alors, nous avons des priorités. La première d'entre elles, c'est bien sûr le rétablissement de la sécurité publique dans cette ville qui a été classée récemment en zone de sécurité prioritaire. C'est évidemment, bien sûr, la réduction au moins par 2 de la fiscalité sur les ménages sénois. Bien sûr, nous avons abordé d'autres thèmes depuis février où nous avons commencé une série de réunions publiques, notamment sur le logement, et nous poursuivons ce cycle de réunions mensuelles jusqu'en février 2014. En matière de logement, notamment, l'objectif pour nous n'est pas de construire le plus possible de logements. Ce n'est pas de produire le plus de logements possible, mais bien d'attribuer les logements possibles le plus justement. Et c'est toute la différence avec la municipalité actuelle. Notre priorité, c'est l'amélioration de l'habitat et la production de logements, bien sûr, mais en centre-ville. Et je voudrais rajouter en centre-ville uniquement. Également, c'est pour nous quelque chose qui est particulièrement important, c'est la transparence et la préférence communale dans les procédures d'attribution des logements sociaux. En matière de fiscalité, on a eu l'occasion de le dire à maintes reprises, il ne peut y avoir de patriotisme sans fiscalité normale. La réduction par 2 de la fiscalité sur les ménages est une priorité, tout en redressant économiquement la ville par son développement touristique. C'est également notre différence avec la municipalité actuelle qui prétend qu'elle a fait des choix contraints par des investissements qui auraient été contractualisés avec l'État. Je pense bien sûr au plan de rénovation urbaine, mais nous considérons que c'était une fois que la Seine était plus riche qu'il fallait réhabiliter notamment les quartiers du Nord, alors qu'on avait un centre ancien et un centre-ville qui continuent à dépérir. Et c'est pour nous une priorité, l'amélioration de l'habitat dans ce centre-ville, notamment pour permettre un développement touristique à la hauteur de ce qu'on peut attendre d'une station balnéaire. Quant à la sécurité, écoutez, inutile d'en rajouter. La Seine-sur-Mer a malheureusement fait l'objet de beaucoup de faits divers particulièrement douloureux. Hausse de la délinquance, je crois que tout le monde l'a constaté. C'est bien sûr l'organisation d'une police municipale particulièrement dissuasive en tout lieu de la commune. Ce sont pour nous ces 3 priorités de ce programme que nous allons proposer aux Sénois. Alors d'autres réunions vont se poursuivre, il va y en avoir une au mois de mai prochain sur la jeunesse, où nous ferons une proposition assez inédite je crois, et sur la vie associative, culturelle et sportive de la commune. Ensuite le commerce et l'artisanat sera évoqué au mois de juin, et puis ensuite à la rentrée on parlera de notre projet des ports en général et du port en particulier du centre-ville. Donc voilà, autant vous dire qu'on aura l'occasion de se revoir et d'envisager les autres points du programme, mais la fiscalité, la sécurité et le logement, c'est notre priorité à la Seine-sur-Mer. Donc actuellement c'est le démarrage de cette campagne, ou c'est déjà fait depuis avant déjà ? Écoutez, ça a bien été commencé, puisque depuis novembre, on a constitué une bonne partie de la liste déjà. Elle n'est pas évidemment aujourd'hui clôturée, parce qu'on est encore loin des échéances. Le projet est bien avancé. Alors justement, vous êtes tête de liste, et donc c'est à ce titre, et donc je vous l'ai dit au début, c'est l'intervention donc dans le cadre du site internet lesud83fr et sa rubrique politique. J'espère que ça ne vous a pas échappé, j'espère que vous avez vu que vous êtes dedans. C'est la raison de ma présence ici, donc c'est la première fois qu'on se voit, et je pense que ce ne sera pas la dernière d'ailleurs. C'est donc la partie audio que nous rajoutons donc à ce site, qui a quand même une particularité un petit peu spéciale.
Comment vous percevez justement la chose et le fait justement d'être dans cette partie du site? Écoutez, moi je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. En effet, je suis le premier candidat à m'exprimer. J'espère qu'il y en aura d'autres et j'espère notamment que le maire sortant aura l'occasion de s'exprimer parce que je souhaite ce débat entre lui et nous pour qu'il y ait des visions très claires, très différentes et que les Sénois aient vraiment la possibilité de choisir. Je pense que c'est une bonne idée. C'est d'ailleurs maintenant incontournable. Plus de 60% des foyers maintenant consultent régulièrement ce type de site. Donc je vous en remercie et écoutez, je vous invite à poursuivre, même au-delà de la Seine. J'espère que dans d'autres communes, des initiatives de ce genre vont prendre naissance. Donc vraiment très content et je pense que c'est maintenant incontournable. Ça fait partie de la vie politique. Vous savez, il y a encore deux catégories de personnes. Il y a les précurseurs, il y a les suiveurs. Je pense qu'on fait quand même partie de la première catégorie. Je vous l'accorde, en effet, absolument. Et j'ai pu constater ce blog qui est vraiment d'une remarquable qualité, je crois, par son objectivité, par des informations. Si vous me permettez, le fait que tout le monde puisse s'exprimer au niveau politique quand même. C'est, je crois, la base. C'est la base d'un Internet, je pense, de qualité dans le domaine politique. Je crois qu'il faut donner la parole à tout le monde. Et je vous dis, je suis très content d'être le premier et j'espère pas le dernier. Qu'est-ce qu'on peut dire justement? Alors, je vous l'ai dit, c'est la première fois qu'on se voit. Donc, qu'est-ce que vous avez encore à nous dire? Alors moi, c'est vrai que j'ai noté plein de choses, puisque vous êtes déjà exprimé, vous l'avez dit. On a commencé en novembre. Il y a eu notamment, moi j'ai remarqué donc une intervention de vous dans la presse déjà en janvier. Ça suit son chemin. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire encore? Écoutez, il y en aura d'autres. D'abord des interventions dans la presse. Il y aura des interventions. Donc la prochaine a lieu le 2 mai à 18h. Il y en aura donc une ensuite le 1er juin. Donc ici, à cette permanence qui est ouverte tous les jours de 10h30 à midi, eh bien nous accueillons les Sénois, les Sénoises qui veulent discuter avec nous de nos propositions. On est vraiment ouvert à tous les débats. Et d'ailleurs, je crois que l'échange que j'ai eu avec Marc Vimot lors des assises de la finance a été particulièrement intéressant puisque lui et moi convenons qu'il y a un débat, un vrai débat. Et je remercie également la municipalité d'avoir organisé ces assises de façon à permettre aux municipalités suivantes de pouvoir préparer la gestion de cette collectivité de 60 000 habitants. Alors justement, moi j'étais présent donc aux assises de la ville puisque j'avais donc été invité pour faire mon travail. Et donc je pense que vous y avez peut-être insisté aussi. Comment vous avez trouvé cette démarche? Moi j'ai trouvé ça un petit peu inédit. C'est vrai que ça se passe pas dans toutes les villes. J'aimerais avoir justement votre sentiment de savoir comment vous avez perçu cette démarche qui, mon Dieu, n'est pas générale quand même. Moi j'ai particulièrement apprécié, je l'ai dit publiquement au maire, Marc Vimot, qu'il faisait bien de pouvoir exposer son programme, d'exposer ce qu'il avait fait. D'ailleurs, dans une relative sincérité, je pense que ce qui a été dit est vrai. Il n'ignore rien de la situation économique de la ville. Simplement, ses choix ne sont pas les nôtres. Nous avons pu nous exprimer et vraiment, je l'incite à poursuivre. Bon, c'est un petit peu dommage que ça n'ait pas pu être initié un petit peu plus tôt, mais franchement, effectivement, il est l'un des rares maires, notamment dans cet ouest varois, à pouvoir en toute transparence comme ça et assumer et assurer devant les Sénois ses choix. Et je pense que c'est une bonne chose, en effet. C'est quelque chose que je pense qu'il faudra poursuivre et que je compte bien poursuivre si nous sommes en responsabilité en mars prochain. Qu'est-ce qu'on peut dire encore, puisque je vous dis, c'est la première fois qu'on se rencontre. Alors moi, c'est vrai que j'ai noté plein de questions concernant la Grande Plaisance, concernant donc le port du Lazaret, la valorisation du littoral. J'ai pris quelques petites notes quand même avant de venir. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Parce que vous êtes déjà exprimé là-dessus, justement. Mais je vous rappelle quand même que l'exercice, c'est pas un blog, c'est de l'audio. Ça change un petit peu, c'est pas le même exercice. Les problématiques sont très différentes entre la Grande Plaisance et puis les ports du Lazaret, naturellement. La Grande Plaisance, elle obéit à des impératifs de recettes pour la commune, qui évidemment, dont on connaît la situation économique. Les ports du Lazaret, c'est tout à fait autre chose. Il faut préserver absolument ce patrimoine portuaire, ce patrimoine du littoral de la Seine. Mais je pense qu'il faut se poser la question et je pense qu'il faut reprendre en gestion ces ports. Et que la gestion de Toulon-Provence-Méditerranée, même si on a enlevé les épaves de bateaux un peu tard, au bout de 5 ans de mandat, ça traduit bien que Port Toulon-Provence, enfin l'autorité portuaire qui a la gestion de ces ports, n'est pas à la hauteur de ce que peuvent attendre des plaisanciers d'ailleurs qui se plaignent des tarifs à juste titre qui ne font qu'augmenter. Donc clairement, la corniche de Tamaris, d'une manière plus générale, le port de Saint-Elme et tout ce littoral à partir du fort de l'Aiguillette, dont il faut reprendre la gestion. Mais c'est vraiment une problématique tout à fait différente que le port du centre-ville ou que la Grande Plaisance avec l'accueil de bateaux beaucoup plus imposants. Donc il y aura des projets totalement différents sur des parties totalement différentes de la commune. J'ai noté aussi d'autres petites choses comme sport et jeunesse, police municipale. Et puis qu'est-ce que j'ai noté également le personnel communal dont il me semble qu'on a parlé récemment à travers justement une manifestation. Alors c'est une vraie question. Le personnel communal, c'est une question qui est complexe. On doit se poser la question du personnel communal, en tout cas de l'optimisation des ressources de la collectivité qui sont consacrées à l'emploi de personnel sur la commune. Alors la commune de la Seine emploie actuellement près de 1500 fonctionnaires territoriaux. Je pense qu'il y a des améliorations à faire. Alors c'est pas tant forcément sur le nombre. Je crois qu'on
on s'est peut-être mal fait comprendre. Il s'agit essentiellement pour nous de transferts qui nous paraissent utiles. Je ne suis pas sûr qu'avec les problématiques de la Seine-sur-Mer, le service des sports doive compter sans un agent, alors qu'on a encore, en matière de sécurité, nous n'avons pas rempli tous les effectifs qui sont prévus par les textes. Par exemple, il est clair qu'il faut employer des personnes dans des secteurs qui sont prioritaires dans une ville qui est surendettée et dans une ville qui est insécurisée. C'est pour nous la priorité. Donc, cette question doit être posée avec beaucoup de calme, beaucoup de sérénité. Il faut bien évaluer, mais je pense qu'il y a évidemment des améliorations à faire. Pour une ville comme Narbonne, qui est de taille comparable à la Seine, elle a 300 fonctionnaires territoriaux de moins. Je ne crois pas que Narbonne soit sous-administrée. Je ne pense pas que les Narbonnais soient mécontents de la gestion de leur ville. Donc, je pense qu'on peut encore faire des efforts, mais c'est une question qui fera l'objet de réunions, qui fera l'objet d'une réunion notamment en fin d'année, où on aura l'occasion de bien préciser notre vision sur le personnel communal. C'est pas parce qu'on n'est qu'à 53 ou 54% des dépenses de fonctionnement qu'on est dans la moyenne, qu'on peut se contenter et qu'on peut se satisfaire de cette situation. Il faut rappeler que la ville est surendettée. Ce qui est valable pour d'autres villes n'est pas forcément le cas à la Seine, parce que c'est une ville dont la difficulté économique est maintenant beaucoup trop importante, et que c'est autant évidemment d'argent public qui est investi. À propos d'argent public, on va parler de la vie associative. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Là aussi, le problème, la vie associative, on a subventionné plus de 162 associations l'année dernière, il y a eu plus de 2 millions d'euros qui ont été alloués. Moi, je ne remets pas en cause la vie associative, je demande simplement qu'on soit particulièrement rigoureux, qu'on soit particulièrement transparent dans l'allocation des fonds publics. La Chambre des comptes a malheureusement, sur 5 associations contrôlées, relevé que 4 d'entre elles, donc 4 sur 5, ça fait quand même 4/5 des associations contrôlées, n'avaient pas de convention au moment du contrôle. C'est très embêtant lorsqu'on sait que ce sont plusieurs centaines de milliers d'euros qui leur... Alors, je ne stigmatise personne, je ne cible personne, je demande aux présidents d'associations simplement de pouvoir comprendre les Sénois et les Sénoises qui vont demander un certain nombre de garanties. Je pense qu'elles sont pour la plupart remplies. Pour certaines d'entre elles, malheureusement, il conviendra de revoir certaines allocations et certains fonds, bien sûr. Alors, j'avais vu également certaines petites choses concernant les caméras de vidéosurveillance. Je crois même que vous en demandiez plus. Oui, largement. Alors, les études préconisent une caméra pour 2000 habitants. Enfin, l'effet dissuasif est obtenu pour une caméra pour 2000 habitants. Mais là encore, pareil, ça c'est une moyenne nationale. Je ne sais pas si c'est là-dessus qu'elle se réfère Marc Vimot. Dans une ville qui est classée en zone de sécurité prioritaire, évidemment, il faut abaisser ce seuil à au moins une caméra pour 500 habitants. Donc, ce qui fait une trentaine de caméras en centre-ville. Là, il y en a eu 8 qui sont même pas encore installées, qui sont prévues d'être installées. C'est largement insuffisant. Il suffit de demander aux commerçants, aux personnes qui marchent et qui habitent dans le centre ancien. C'est évidemment beaucoup plus qu'il faut. Il en faut davantage. Donc, la mise en place d'une vidéoprotection efficace, pas seulement sur le centre ancien, c'est une priorité. Et d'ailleurs, elle permet également de faire beaucoup d'économies. Et de toute façon, c'est très efficace. Toutes les études le montrent. Et la plupart d'ailleurs des affaires sont élucidées grâce aux caméras de vidéosurveillance ou de vidéoprotection. Donc ça, c'est le premier point. Et puis bien sûr, la police municipale, parce que rien ne remplace de toute façon des patrouilles pédestres, même s'il faudra affecter entre 6 et 8 fonctionnaires exclusivement sur le système de vidéosurveillance, parce qu'il ne s'agit pas que d'avoir des images, il s'agit de pouvoir les exploiter et ensuite de pouvoir assurer la mission de sécurité qu'on nous demande. On continue avec, puisque je vous l'ai dit, j'ai pris des notes avant de venir, donc on parlait également, enfin c'est votre position de refondre le PLU. Qu'est-ce qui s'est passé? La municipalité précédente a adopté un PLU, effectivement, on ne peut pas, il y a un certain nombre de droits à construire qui ont été adoptés et on ne peut pas revenir du jour au lendemain, je parle dès l'élection de la municipalité nouvelle en 2008, revenir sur cet ancien PLU. Alors, je trouve dommageable qu'on mette plus de 2 ans à lancer une procédure de révision du PLU, mais de toute façon, il y a eu des efforts, de fait, mais largement insuffisants. Alors, lorsque j'entends parler de maîtrise, franchement, de l'urbanisation, j'ai du mal à le croire. Lorsque je vois la municipalité qui se réjouit que son plan local d'urbanisme n'ait pas fait l'objet de recours en annulation, il faut quand même rappeler que ce sont des procédures qui sont longues et coûteuses, que les Sénois ne vont pas facilement et sont vite découragés par ce type de procédure, que j'aurais préféré que d'ailleurs que la ville défende leurs intérêts devant la justice administrative que plutôt les laisser seuls devant le tribunal administratif défendre leurs droits, parce que la loi interdisait un certain nombre de pratiques, notamment d'enclavement de zones qui sont peu constructibles au sein de zones qui le sont beaucoup plus. Clairement, il faut mettre un terme à ces zones super urbanisables, ou même d'une manière générale, les zones qui étaient à urbaniser ne doivent plus l'être. Je parle à l'extérieur du centre-ville. Il faut concentrer notre urbanisation sur le centre ancien, le centre-ville dont il faut certainement revoir un certain nombre de règles, notamment en matière d'auteur d'immeubles, mais il faut améliorer, démolir et reconstruire de l'habitat existant, de l'habitat insalubre. Il y a plus de 300 logements insalubres dans le centre ancien. Donc avant de bétonner, dans le nord ou dans le sud, il faut avant tout améliorer l'habitat existant dans le centre-ville. Donc effectivement, il faudra revoir ce plan local d'urbanisme et mettre un terme et supprimer, je le dis franchement, toute
toutes les zones super urbanisables ou les zones à urbaniser à l'extérieur du centre-ville, je précise. Donc effectivement, il faudra revoir le plan local d'urbanisme également encore de ces municipalités, puisque les désagréments sont nombreux. Je compte plus le nombre de Sénois, de centaines de Sénois, de milliers de Sénois prisonniers de la circulation sur le port. Ça n'est plus vivable, ça n'est plus possible. Il y a beaucoup trop de nuisances. Et puis il ne faut pas oublier qu'un PLU qui est permissif, qui donne des droits à construire trop importants, eh bien c'est autant de dépenses en services publics, de dépenses en voirie, de dépenses en assainissement. Donc évidemment, ça crée plus de problèmes que ça n'apporte davantage. Effectivement, il y a le cas de Bois-Sacré, qui est un cas qui me tient particulièrement à cœur. J'ai l'habitude de courir sur cette corniche. C'est absolument inacceptable. Et je mettrai tous les moyens dont on dispose pendant cette campagne pour mettre un terme à ce programme. Quitte, je le répète, le cas échéant à me placer devant la justice administrative pour défendre les intérêts des Sénois devant des promoteurs qui ont obtenu ces droits à construire. Mais la parcelle, la corniche de Bois-Sacré et l'urbanisation qui est prévue ne doit absolument pas voir le jour. Il ne peut pas y avoir dans cette partie-là du territoire de collectifs, de logements, sociaux ou pas, quelle que soit la question, il ne peut pas y avoir de béton sur cette parcelle du territoire. Donc ça, je m'y opposerai fermement. Pour les personnes qui ne savent pas où se trouve, ça se trouve où, Bois-Sacré ? Bois-Sacré, en fait, ça commence après l'entreprise d'Étory, l'entreprise où il y a le port à sec de réparation de yachts, de bateaux, et donc ça se poursuit jusqu'au fort de l'Aiguillette. Donc c'est là notamment où il y avait notamment l'ancien bâtiment des douanes, et c'est surtout le terrain Total, le grand terrain, la grande parcelle qui est urbanisée, qui est prévue d'être urbanisée, qui appartient à Total, donc toute cette partie végétale qui est jusqu'au fort de l'Aiguillette. Ça, c'est la corniche de Bois-Sacré, et le terrain est à ce niveau-là. On va peut-être arriver à la conclusion. Donc, alors vous êtes tête de liste, c'est à ce titre que je viens vous voir, en espérant qu'il y en a d'autres qui répondent à cet exercice. Ben, j'espère bien. J'espère surtout qu'il y aura de vrais projets, des projets crédibles. Pareil, on va pas reprendre les thèmes qu'on vient d'évoquer, mais on peut pas dire qu'on ne peut plus construire de logements à la Seine parce qu'on se met en infraction totale avec la loi. On peut pas dire qu'on va faire une police municipale à 200 employés, ça n'est pas possible. On ne peut pas dire qu'on peut réduire les impôts quasiment à un seuil qui n'est pas acceptable. Donc c'est de la crédibilité. Il faut prendre conscience de la situation. Il faut d'abord vivre dans cette commune. Moi, j'y suis né, je la connais depuis de nombreuses années. Donc il faut être sérieux. La situation est quand même suffisamment préoccupante. Je vois beaucoup de candidats qui se multiplient et je vois surtout pas beaucoup de différences avec la municipalité sortante. Donc ça n'a pas d'intérêt de se présenter quand on n'a pas un projet clair et un projet alternatif. Donc j'espère que les Sénois se retrouveront dans un projet audacieux, différent et efficace que je leur proposerai et que nous leur présenterons au début de l'année prochaine. Qui dit tête de liste dit liste. Qu'est-ce qu'on peut dire justement à propos de cette liste, puisque je suppose qu'il y aura d'autres personnes sur cette liste que vous? Ah oui, bien sûr, il y en a 48 autres puisque nous sommes 49 colistiers. Donc c'est une liste donc intitulée La Seine change en bleu marine. C'est une synthèse du Rassemblement bleu marine qui soutient et du Front National qui soutient cette liste et de La Seine change, qui est une association qui est présidée actuellement par monsieur Joël Louvet, qui est un ancien élu et connu de la vie politique sénoise et qui a pour vocation de rassembler toutes celles et ceux qui se retrouvent, qui sont évidemment patriotes, qui sont profondément humanistes, dans la vision que nous proposons aux Sénois, qui se retrouvent dans la réduction de la fiscalité, dans le rétablissement de la sécurité. Donc effectivement, je pense que des personnes qui ont appartenu à d'autres formations politiques, de droite ou d'autres formations politiques, peuvent très bien trouver leur place. C'est déjà le cas. J'en suis ravi et j'espère que l'ensemble des Sénois, cette fois-ci, se retrouveront sur ce projet. Parce qu'il ne s'agit pas d'avoir une liste ouverte, il s'agit surtout d'être élu et d'être en adéquation avec les besoins des Sénois. Sinon, ça n'a pas beaucoup de sens, quoi. Voilà, écoutez, je vous remercie de nous avoir accordé cette interview, puisque je vous rappelle que, comme je vous l'ai expliqué, donc c'est donc le site Le Sud 83FR, qui a donc toute sa partie écrite, et pour la première fois, on va donc arriver à une partie parlée. Alors moi, je voudrais quand même qu'on termine là-dessus, parce que ce n'est pas anodin. Vous connaissez tous les blogs écrits. On a donc dit, et on va terminer là-dessus en conclusion, que quand on écrit, c'est bien, et quand on parle, parce que c'est un autre exercice, c'est mieux. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah ben complètement, c'est pour ça que j'ai immédiatement, je vous ai félicité, je vous remercie de m'avoir invité, parce que c'est beaucoup mieux. Et c'est pour ça que je donne absolument rendez-vous aux Sénois pour ces réunions publiques, parce que c'est beaucoup mieux de pouvoir avoir un échange direct, un échange verbal. Le blog c'est bien, mais effectivement, parler c'est beaucoup mieux. Et donc j'en suis ravi, je vous en remercie une nouvelle fois. Merci beaucoup. Merci à vous. À la date du 9 avril 2013, voici donc les autres personnalités figurant dans cette rubrique La vie politique sénoise et pouvant aussi faire l'objet d'une interview dans ce cadre très précis. Marc Villemot, actuel maire de la Seine-sur-Mer, Parti socialiste. Nathalie Biquet, UMP. Denise Reverdito, Europe Écologie Les Verts. Christine Sampéré, PCF. Jean-Pierre Collin, Nouveau Centre. Gilbert Péréa, Association Sauvons la Seine. Joseph Miniti, Sans étiquette.
je serai ravi de pouvoir interviewer ces autres personnalités dans les mêmes conditions. Retrouvez les autres sujets sur la chaîne YouTube KXTC Podcast. Je vous souhaite une excellente matinée et je vous retrouve très vite sur un prochain reportage pour KXTC Podcast.